Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter notre émission Le Fait du Jour. Le Fait du Jour a aujourd'hui pour invité Olivier Pichon, que voici. Olivier Pichon, bonjour. Bonjour Claude. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais vous présenter pour les quelques rares personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes le directeur de Mondévy, qui est un journal qui paraît 2 fois par mois, donc c'est un bimensuel. Et vous êtes également un enseignant, vous étiez un enseignant, puisque vous avez enseigné l'histoire à des gens destinés aux plus hautes fonctions. C'était des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles. Je forme le souhait qu'ils aient bien retenu vos leçons, parce qu'on note quand même chez ces jeunes gens qui dirigent la France depuis un certain nombre d'années, dont certains sont moins jeunes, une méconnaissance totale de l'histoire et de ses leçons. Mais enfin, ça n'est pas votre faute, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Alors, je présente la une de Mondévy, qui va paraître demain. La voici. Mondévy, donc, titre sur Suisse, le peuple consulté. Entre guillemets, le peuple français ne semble pas devoir l'être, puisque en dessous, le titre indique traité européen, le peuple ignoré. Et puis, rez-de-chaussée, comme on dit dans les milieux de presse, crise financière, menace sur l'épargne. Donc c'est un numéro particulièrement intéressant que je vous présente à nouveau. Et je vous présente également un ouvrage qui m'avait beaucoup intéressé, ainsi que beaucoup de monde d'ailleurs à l'époque, les dernières nouvelles du Mammouth. Alors ça, c'est les nouvelles qui venaient directement du cœur de votre activité, puisque c'était l'éducation nationale, et il est toujours disponible, je crois, aux éditions du Trident. Oui. Voici donc les dernières nouvelles du Mammouth. Sauf que les nouvelles ne sont plus tout à fait fraîches. Oui. Il a 4 ans, mais je dirais même qu'elles sont congelées. Alors, comme le Mammouth, d'ailleurs. Comme le Mammouth. Et là, ce qu'on pourrait... on pourrait à la fois se réjouir que votre livre soit toujours d'actualité. Moi, ça me désole, parce que j'aurais bien aimé que les réformes soient faites. Bon, manifestement, il n'en a été rien, et d'autre part, on peut quand même s'interroger sur l'avenir de l'éducation nationale. Mais c'est un autre sujet sur lequel nous reviendrons peut-être un jour avec vous. C'est un sujet qui mérite une émission à lui seul. Sûrement. Mais il y a peut-être une petite incidente quand même, c'est que il faut noter que le ministre, M. Darcos, M. Xavier Darcos, a régressé même par rapport à M. Crognat. Oui, notamment sur la lecture. Ah oui, sur la méthode globale. Oui. Et il me semble même que la réforme des universités voulue par Mme Pécresse a été véritablement, une fois de plus, ratée. C'est-à-dire qu'on attendait tout le bras et oui. On a eu une petite phalange. Oui, c'est-à-dire que la fameuse autonomie qu'on attendait n'est que de façade, et pour le reste, la sélection est reportée encore plus loin, et donc rien de tout cela n'est très positif. Et ça me paraît, à la lumière de ce qui s'est passé pour l'université, ça me paraît être le propre des réformes du gouvernement et du président de la République. C'est-à-dire qu'on nous annonce qu'on va s'emparer de tout le bras, et encore une fois, on se retrouve avec une demi-phalange. Alors vous me fournissez évidemment la transition toute trouvée dont nous avons besoin pour aborder ce qui paraît être le sujet essentiel de notre entretien, c'est-à-dire les réformes. Bon, vous avez appelé à Mondévy à voter pour M. Sarkozy, sans enthousiasme je crois, mais enfin avec réalisme. J'ai moi-même fait cette démarche, d'abord parce qu'il n'y avait pas le choix, me semble-t-il, et deuxièmement parce que, après tout, il se prévalait d'une rupture que nous jugions les uns et les autres indispensable. Aujourd'hui, nous sommes 6 mois après son élection, nous pouvons constater ses premiers actes, et on doit dire, comme vous venez de le signaler, que la rupture n'est pas au rendez-vous. Alors, il y a quand même un problème politique qui se pose. Oui. Que doivent faire les gens qui sont, comme vous, comme nous, partisans d'une vraie rupture et qui, finalement, pour l'instant, sont un peu en déshérence? Alors, nous sommes totalement en déshérence par rapport à nos espérances, ça c'est clair. Oui. Cela étant, je voudrais revenir sur l'élection, parce que vous avez dit, Claude Reichmann, que nous n'avions pas le choix. En réalité, nous avions quand même le choix entre M. Sarkozy et Mme Ségolène Royal. Or, si nous avons voté Sarkozy au 2e tour, c'est essentiellement parce que nous ne voulions pas de Mme Ségolène Royal. Bon. Mais il est vrai que si l'on a choisi par défaut, il faut bien admettre aussi que Nicolas Sarkozy a rallié les suffrages d'une partie de ce qu'on appelait le droit national, et qu'il l'a fait par un discours très habile, extrêmement séduisant, en allant, comme je disais, clabauder sur les terres
de ce que la presse appelle de façon caricaturale l'extrême droite. Et son discours a plu, et il a rallié les suffrages d'une partie de cette droite. Alors aujourd'hui, la déception est là. Je ne suis pas là pour le défendre. Je dirais qu'il a surestimé les possibilités d'agir dans notre pays. Nous sommes face à des inerties colossales, inertie syndicale, inertie de la presse et de la pensée unique, inertie de l'administration centrale, inertie de la classe énarchique, inertie même patronale, qui a finalement, au moins dans ces hautes instances, a conclu un accord de statu quo. Alors que les forces vives du pays sont pour que les choses changent, étaient pour que les choses changent. Si bien que, il me semble, qu'en effet, la déception, elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore au rendez-vous. Elle commence à se faire jour à travers un certain nombre de manifestations, de mécontentements, parce que les impôts arrivent, les charges sociales arrivent, parce qu'il y a eu l'échec des heures supplémentaires qui étaient censées ne pas subir à la fois de charges et d'impôts, et qui sont une usine à gaz. Et comme pour l'université, j'ai l'impression qu'on nous a annoncé monts et merveilles, et que la montagne accouche d'une souris. Alors ça a des conséquences très importantes, parce que il est bien évident que quand un peuple nombreux, 19 millions d'électeurs, attendent du changement, ils sont exigeants sur le changement. Alors je dirais que si ce changement était substantiel sans être total, les gens l'accepteraient volontiers. Les gens savent ce que vous venez de dire, je crois que vous l'exprimez vous très bien, mais les gens le ressentent quand même. Et il me semble qu'il ferait crédit au moins d'un début de réalisation. Ce n'est pas le cas actuellement. Et mon analyse personnelle, je ne sais pas si vous la partagez, c'est que à ce problème structurel que vous venez de décrire, s'ajoute un problème structurel de la classe politique. Cette classe politique vit de la gestion de ce système. Je me demande si elle n'a pas au fond d'elle-même cette espèce d'instinct de survie qui lui fait dire que si jamais elle faisait de véritables ruptures, elle disparaîtrait. Absolument, absolument. Vous êtes d'accord avec cette... Tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est très frappant. C'est le Canard enchaîné qui rapporte cela, et c'est très amusant. Il y a un jeune député, c'est M. Apparu. Il a 34 ans, il est UMP, et il s'adresse en réunion à ses collègues de l'UMP. Il leur dit, en substance, écoutez mes chers collègues, il est question des régimes spéciaux, il faudrait peut-être que nous pensions à donner le bon exemple et revenir sur une retraite extrêmement privilégiée. Le cri unanime, encore une fois je m'appuie sur l'autorité de la presse, en l'occurrence le Canard enchaîné, on prend ces sources-là on peut, le cri unanime du groupe UMP a été, je demande aux auditeurs et téléspectateurs de me pardonner, mais c'était ta gueule. Car il avait touché là, évidemment, au privilège de ces messieurs, et je ne vois pas pourquoi, évidemment, on peut attendre de ces gens que les choses changent, étant donné qu'ils sont trop compromis avec les bénéfices qu'ils tirent de ce système, mais ce système est à bout de souffle. C'est à bout de souffle. Parce que c'est ça la vraie question, évidemment. Parce que nous avons, Claude Reichmann, je vous en remercie, vous avez accepté de venir nourrir un dossier que nous avons traité dans le numéro de Mondéville, le numéro 786 qui vient de sortir, sur la crise économique et la conséquence des subprimes, de la crise des subprimes, et il faut bien dire aussi de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Bon. Cette crise, je suis plus optimiste que vous, mon cher Claude, parce que cette crise était censée avoir été résorbée par le provisionnement des grandes banques et aussi par l'aide que la Fed et aussi la banque européenne, la banque européenne. Voilà, avait apporté. Or, aujourd'hui, on discerne assez nettement une offensive sur l'épargne qui est menée par les banques, parce que celles-là veulent se refaire, et elles annoncent déjà par des plaquettes, il y a des articles dans les Échos qui nous annoncent qu'il va falloir assumer et faire assumer par les épargnants la crise des subprimes.
qui d'ailleurs n'est pas fini, car on a vu il y a 2-3 jours que Merrill Lynch a été touché, et est touché très fortement, et son président, qui était d'ailleurs un noir américain, c'était le premier noir américain qui a accédé à la tête d'une banque aussi importante, c'est la 3e banque des États-Unis, il a perdu son poste. Mais je pense que le vrai problème qui se pose actuellement, c'est la méfiance que les banques éprouvent les unes envers les autres. Elles ne savent pas si leur voisine est engagée et à quel niveau dans cette affaire des subprimes. Si on découvre tous les jours qu'il y en a qui sont engagés dans des proportions qui, je vous avoue, m'ont effaré. Merrill Lynch, c'est absolument incroyable, l'argent qu'ils ont pu mettre dans ces crédits hypothécaires qui étaient quand même de la spéculation pure et simple. C'est quand même très inquiétant. Et alors, à cette crise financière s'ajoute quand même le ralentissement économique américain qui est maintenant pratiquement acquis. Et donc, pour des pays qui ne marchent pas bien, comme la France, nous risquons de nous retrouver avec une aggravation et une accélération de cette crise, et notamment avec ces déficits. Et moi, je ne vois vraiment pas comment, puisqu'on ne fait pas de rupture, on va pouvoir s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez des idées sur ce qu'il faudrait faire pour que nous arrivions à surnager, mais moi, je ne vois pas d'autre issue que de véritables réformes, des réformes très fortes, qui baisseraient en particulier très très fortement les dépenses publiques. Alors, nous n'allons pas, évidemment, tomber dans le yaka faucon, mais sûr. Vous avez souligné, Claude Reichmann, à juste titre, que nous avons la double conjonction, d'une part, des menaces sur l'épargne, et d'autre part, des menaces sur les retraites. De telle sorte qu'en France, nous pourrions nous trouver dans une situation où tous les gens qui envisagent de cesser leur activité dans les années à venir se trouvent littéralement paupérisés. Alors, c'est un phénomène que nous avons déjà observé dans l'histoire. C'est ce qu'on appelait l'euthanasie des rentiers. Autrefois, l'euthanasie des rentiers passait par l'inflation, puisqu'ils avaient des revenus fixes et l'inflation dévorait leurs revenus. Mais, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, la BCE, surveille en effet, c'est peut-être sa seule fonction d'ailleurs, de lutter, a pour fonction donc de lutter contre l'inflation. Mais on procède de la même façon à l'euthanasie des rentiers, puisque, par ailleurs, comme vous l'avez dit très justement, Claude Reichmann, les déficits publics sont financés comment ? Essentiellement par l'assurance vie des Français. Exactement. Et que le jour où l'État ne pourra plus ni payer les retraites, ni payer les traitements des fonctionnaires, que va-t-il faire ? Eh bien, il va s'emparer de cette manne, ou essayer de la contrôler, à tout le moins, c'est-à-dire l'assurance vie. Et ceux qui sont sur cette ressource, vous-même, je crois, Claude, vous conseillez de la transférer. Je conseille, par simple bon sens, de ne pas conserver des assurances-vie qui sont pour l'essentiel données en quelque sorte à l'État français pour qu'il finance sa dette. Il y a en Europe partout des sociétés d'assurance ou des sociétés diverses de placement qui ont des placements diversifiés, en tout cas qui ne se placent pas sur l'État français et qui ne risquent pas d'y perdre leur chemise. Donc ça me paraît d'autant plus simple qu'en Europe nous sommes dans un monde de libre circulation de l'épargne, c'est parfaitement légal bien sûr, il ne s'agit en aucun cas de spéculation ni quoi que ce soit d'autre. Et donc, je crois qu'il serait prudent que les gens qui ne veulent pas se trouver ruinés doublement par le krach des retraites et par le krach de l'assurance vie prennent au moins les précautions qu'ils peuvent prendre, c'est-à-dire leur placement personnel. Le krach des retraites, lui, est absolument inéluctable. Ça, je suis intimement convaincu qu'on y va tout droit. Et ça, c'est tout simplement 40 années d'aveuglement. Donc, alors moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, Olivier Pichon, c'est que je ne sais pas si vos lecteurs réagissent plus que la moyenne des Français, mais actuellement, on a le sentiment que les Français, ne voyant pas ce qu'ils peuvent faire, se disent, eh bien, attendons que le ciel nous tombe sur la tête, sur quoi ils rejoignent une vieille attitude de gauloise. Voilà, absolument. Alors, il n'est jamais très facile d'être Cassandre. Et vous avez parfois, Claude, joué ce rôle, mais en matière de sécurité sociale, me semble-t-il, vous avez eu raison. Simplement, vous me disiez tout à l'heure, que faut-il faire ? Alors, je n'ai pas les leviers, je ne suis pas au pouvoir, comme vous-même. Il me semble quand même que mon expérience de chef d'entreprise, aussi bien depuis 4 ans que je dirige le Monde des Vies, je suis chef d'entreprise, je suis confronté au problème suivant. C'est que les charges sociales m'interdisent d'embaucher 2 personnes supplémentaires. dont vous auriez besoin. Dont j'aurais besoin. Or, 2 personnes supplémentaires, c'est 2 personnes en moins au chômage,
Ce qui veut dire que dès lors qu'elles ont un vrai revenu assis sur une véritable activité, elles peuvent contribuer à résorber une partie des déficits. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les chômeurs, on cotise, ce sont les autres qui cotisent pour eux à l'assurance vieillesse, à l'assurance chômage et toutes les couvertures sociales. Oui, c'est un système de répartition. Le système de répartition qu'on a abusivement baptisé solidarité pour nous en rendre prisonniers, bien entendu. Alors, donc, première expérience, si les charges sociales continuent de peser comme cela, non seulement je n'embaucherai pas, mais je pense éventuellement débaucher. Et est-ce que vous avez étudié l'impact des heures sur la nouvelle législation sur les heures supplémentaires? Alors, c'est impossible. En ce qui concerne un journal comme l'autre, nous ne pouvons pas en mesurer l'impact, pour une raison très simple, c'est que nous sommes hors la loi en permanence. C'est-à-dire je l'avoue, c'est-à-dire que nous travaillons très au-delà, et au-delà de la durée dite légale. Travaillent au-delà de la durée légale, parce que lorsqu'il s'agit de faire un journal, lorsqu'il s'agit de faire une, lorsqu'il s'agit d'aller faire une enquête, on compte plus les heures. Voilà. Par exemple, nous avons envoyé un jeune journaliste d'une trentaine d'années à Genève pour interroger Éric Bertina, qui est le second de M. Blocher, de l'UDC. Il nous fait une très belle interview dans le journal. Il est clair que je lui paye une prestation et des frais qui ne comptent pas les heures, bien sûr. Mais il semble quand même, au-delà des activités de presse qui sont les vôtres, que les chefs d'entreprise soient quand même assez déçus du mécanisme dont ils ne voient pas d'ailleurs très bien comment on peut l'organiser. C'est très compliqué. C'est devenu, comme on l'a dit, c'est une usine à gaz. Oui. C'est-à-dire que c'est une promesse inconsidérée, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a fait une promesse sur les heures supplémentaires? Parce qu'il s'agissait de mettre en application travailler plus pour gagner plus. Proposition parfaitement légitime. Mais ça traduit bien la situation dans laquelle est notre pays. C'est dès lors que l'on fait une proposition intéressante et courageuse, après tout, puisque ça va à contre-courant aujourd'hui. L'idéal, c'est de travailler moins et de gagner plus. Nous sommes bien d'accord. Et généralement au détriment des autres. Bon. Mais faire une telle proposition suppose, dans un système aussi complexe que le nôtre, que ça puisse trouver des applications. Or, il est évident que le vrai problème, c'est celui des 35 heures. Et que cette machine funeste a tué l'emploi et l'activité, a posé beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. D'ailleurs, on a un problème de cohérence dans ce gouvernement. À partir du discours que vous avez qualifié d'intéressant de M. Sarkozy pendant la campagne électorale, on a vu se développer une série de propositions. Et ce qui est absolument flagrant, c'est la discordance qu'il y a entre ces propositions. Vous avez d'un côté, presque le même jour, la commission Attali qui rend ses premiers verdicts, et le lendemain, M. Sarkozy va en quelque sorte donner sa bénédiction au plan du Grenelle de l'environnement, qui est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent pris sur les entreprises, pris sur la consommation, au lieu de privilégier la croissance. Donc, je me demande, pour quelqu'un qui est aussi épris que M. Sarkozy d'image et d'effets produits, comment il se fait qu'il ne réalise pas la contradiction qu'il y a entre des actes de cette sorte? Eh bien, c'est le propre, me semble-t-il, d'une société entièrement médiatisée. La tyrannie médiatique produit des contradictions en permanence. Alors, Sarkozy, dans l'affaire du Grenelle de l'environnement, eh bien, il applique un vieux principe de Clémenceau. En France, on somme des fonctionnaires, on récolte des impôts. Parce qu'il nous annonce une taxe sur les voitures vertes, il nous annonce le financement de 500 000 logements propres, si je puis dire, écologiques, ce qui va supposer évidemment une fois de plus des financements publics, et il nous annonce, que sais-je encore, je ne sais plus quelle obligation qui m'échappe pour l'instant, et là on a vraiment l'impression, puisque vous parliez d'image, Claude Reichmann, là on avait vraiment l'impression que le président de la République se prenait pour Don Quichotte. C'est Don Quichotte qui s'attaque au réchauffement climatique. À ceci près, cher Olivier, que Don Quichotte n'avait qu'une seule obsession, les moulins à vent. Oui, les moulins à vent. Et Nicolas Sarkozy change quand même d'adversaire assez souvent. C'est vrai, mais c'est plutôt les moulins à parole. Les moulins à parole. Mais, cela étant, deux solutions. Ou le réchauffement climatique est un phénomène cyclique et naturel, ce que je pense, quant à moi.
Et en quoi un président de la République peut véritablement s'attaquer à un cycle climatique? Ce n'est pas son affaire. Ou il y a une cause humaine. Et la cause humaine n'est pas validée par de plus en plus de savants et de journalistes. Je pense à l'excellent livre de M. Girondeau, qui vient de paraître. Je pense au livre de Claude Arel. Absolument. Je pense aux publications d'un certain nombre d'auteurs scandinaves ou américains qui remettent en doute le réchauffement climatique en tant que phénomène anthropique, en tant que phénomène humain. Et alors, une fois de plus, je crois qu'on va récolter des impôts et des fonctionnaires. Alors, nous avons quelques propositions. La commission Attali est assez amusante parce que on sent que M. Attali a bien compris finalement que le socialisme ne menait pas à la création d'emplois, mais comme il ne peut pas se refaire, pas vraiment, il a des idées assez extraordinaires. Par exemple, je l'ai entendu hier soir dans une émission de télévision expliquer que désormais le chômeur ne serait plus un chômeur, ce serait son emploi de chômer. C'est-à-dire qu'il serait quelqu'un qui recherche un emploi. Et ça m'a fait penser à Fernand Reynaud, qui disait « Moi je ne travaille pas, je m'amuse ». Oui. Vous voyez, c'est bon, le chômeur, il est en recherche d'emploi, donc c'est un travailleur, on doit le payer comme ça. Mais quand on en est là, on retrouve ce que le général de Gaulle appelait la logomachie. Oui. C'est-à-dire, on emploie des mots, et on a l'impression qu'employant ces mots, on résout les problèmes. Or, je n'ai pas le sentiment que tel est le cas. C'est pire que la logomachie, me semble-t-il, c'est même la novlangue, façon Orwell, parce que quand on veut débaptiser une réalité pour l'appeler par un autre nom, c'est qu'on imagine qu'on va changer les choses par les mots. Or, les mots ne changent pas. De même d'ailleurs que les images. Ce qui est très frappant dans l'affaire, je reviens sur le Grenelle de l'environnement, c'est le fameux film de M. Al Gore. Tout le monde me dit, mais vous voyez, l'explication elle est là. Mais l'image n'a jamais rien expliqué. Au contraire, c'est l'image qui doit être expliquée. Vous voyez ? Et ce qui me paraît pervers aujourd'hui, c'est qu'il en est de l'image comme des mots. On change la qualification de chômeur et on n'a plus de chômeur. On avait changé les statistiques, maintenant on change les mots. Bon. Ça revient aussi à désigner les chauves sous forme de défavorisés capillaires. Vous semblez avoir été marqué par l'expression. Il me semble que l'expression, en réalité, m'a plus marqué que le fait lui-même. Alors, bon, autre aspect troublant également, en 1975, la presse mondiale était pleine de prévisions en disant que nous entrions dans une période de refroidissement. Et l'ensemble des journaux, avec la même unanimité qu'aujourd'hui, elle met à nous décrire les horreurs du réchauffement climatique, nous annonçaient un refroidissement climatique. Je dois dire que ça me laisse quand même rêveur, parce que si vraiment la presse en est à ce point-là, c'est-à-dire qu'on peut écrire tout et son contraire, on se demande si vraiment il ne va pas être de plus en plus difficile de garder une vision claire des problèmes. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut une presse sérieuse. J'ai dit récemment dans une conférence et dans un texte que je crois beaucoup plus aux faits et à leur analyse qu'aux commentaires, fut-il brillants. Vous parliez du refroidissement des années 70. 70, 75, mais c'était lié à l'idée de guerre froide. Il y avait eu un glissement, mais oui, il y avait eu un glissement sémantique, accompagné d'ailleurs de toute une filmographie qui nous faisait le jour d'après, vous savez, après la grande glaciation, la grande explosion nucléaire. C'est ça. Et le symbole de l'époque, c'était le panda, puisque évidemment le froid allait empêcher cet animal tropical de survivre. D'où le panda qui a servi pour le WWF. Et maintenant, au contraire, le symbole c'est l'ours blanc, dont le biotope semble se réduire, puisque la calotte polaire fond au nord. Au nord, oui. Au nord. Dont certains d'ailleurs ont découvert à cette occasion que le pôle Nord ne tombait pas dans la terre, mais dans la mer. Oui. Bon, parce que les profs avaient fait. En passant, on a eu ces temps-ci, il y a quelques jours, des nouvelles très rassurantes du trou d'ozone qui se réduit. Voilà. Mais pour autant, on n'a pas réduit les nécessités du Grenelle de l'environnement. Enfin, tout ceci paraît vraiment peu sérieux et je crains que les citoyens finalement ne se détournent de ces prévisions, au risque d'ailleurs parfois de ne pas écouter suffisamment certaines prévisions sérieuses. Oui. Donc Oui, là, nous sommes vraiment sur un exercice très périlleux. Alors, comme notre émission se termine, je voudrais tout d'abord rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent lire Monde et Vie
dont voici la une de demain. Pouvez-vous donner l'adresse de Mondévy? Oui, c'est 14 rue Edmond-Valentin, Paris 7e. Le numéro de téléphone est 01 47 05 10 42. Donc, on peut se procurer Mondévy. Je crois que vous donnez volontiers un ou deux exemplaires. Absolument, nous envoyons des exemplaires à qui nous veut. Et je vais me dire un exemplaire, Claude Reichmann est trop modeste pour en parler. Nous avons une interview de Claude Reichmann sur l'avenir de l'épargne, l'avenir de nos retraites et l'analyse générale de la situation économique du monde et de notre pays, dont je voudrais signaler et souligner la pertinence. Merci beaucoup. Donc, je rappelle également l'ouvrage que vous avez publié aux éditions du Trident, les dernières nouvelles du Mammouth, qui sont évidemment nouvelles consacrées à l'éducation nationale. Et je me réjouis, cher Olivier Pichon, que votre journal se porte finalement bien, parce que ça n'est pas le cas de la plupart des organes de presse qui sont actuellement dans une situation de grande concurrence vis-à-vis d'Internet, d'une part, et puis d'autre part, je pense qu'ils n'ont pas bien compris que le monde avait changé. Donc, dans la mesure où vous-même vous l'avez compris, je pense que votre journal a quand même de beaux jours devant lui, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Dieu vous entende, Claude Reichmann. Ce que je peux vous dire, c'est que, en effet, nous avons changé de siècle. Il faut bien en prendre considération et conscience, et on ne peut plus faire un journal comme on le faisait il y a 20 ans. Okay. Eh bien, c'est sur cette parole qui mérite de figurer au fronton tous les organes de presse que nous allons conclure cette émission en vous remerciant d'y avoir participé. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir suivis. À bientôt, bon courage et vive la France.